Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regard croisé. On vous retrouve également, on parlait de la France, des législatives, percées historiques de l'extrême droite. Luc Amako, on l'a déjà dit, ça va être des débats un peu plus houleux au niveau de l'Assemblée nationale française. Alors, cette question, sur quel thème, selon vous, les discussions vont tourner? Bon, déjà, sur la politique qu'incarne Emmanuel Macron, quelle est la vraie politique? Quelle est la vision d'Emmanuel Macron aujourd'hui pour l'État français? Je pense que les discussions tourneront beaucoup plus autour de cela. Et au-delà, je le disais également, c'est-à-dire que l'engagement d'Emmanuel Macron dans les crises étrangères, ça serait également au goût du jour. Et sa politique vis-à-vis des Français. Parce que quand vous voyez au sein de l'opposition française, il y a un parti, il y a une leader d'opposition qui s'appelle Marie Le Pen, qui a toujours dit la France d'abord, les Français d'abord, c'est-à-dire que la France pour les Français. Donc c'est d'ailleurs ce qui lui coûte par moment beaucoup de... Ce qui lui cause par moment beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, elle s'en sort très bien. Maintenant, au-delà, je pense que Emmanuel Macron va également, comme je le dis, définir son plan de gouvernance, qui lui sera d'ailleurs difficile parce que sa chef de gouvernement même l'a reconnu que avec cette nouvelle configuration, le pays sera, la gouvernance sera très, très difficile pour eux et ils auront du mal à faire passer leur test à l'Assemblée nationale. Maintenant, au-delà de ce qu'il faut, la politique, un bon politique, c'est quelqu'un qui est un stratège. Aujourd'hui, nous pensons que ce qui se dresse derrière Emmanuel Macron est un loup, mais je pense qu'avec les négociations de couloir, il peut toujours s'en sortir. J'ai même parlé tout à l'heure qu'il n'a pas d'autre choix que de faire des coalitions, de chercher des alliances en fait au sein de cette opposition-là. Quand vous voyez la coalition des MUP, qui justement n'arrive même pas, n'arrive pour le moment à parler d'une seule voix. Ça, c'est ce que beaucoup de gens... Vous voulez parler de ces socialistes qui hésitent? Voilà, qui hésitent, qui ont toujours hésité. Et déjà donc, sur la motion de censure de la Première ministre. De la Première ministre. Il y a des gens qui veulent que la Première ministre soit démise de ses fonctions. Il y a tout ça, il y a deux qui ne sont pas d'accord. Et il y a un camp qui estime que la Première ministre n'a fait que 3 semaines et on ne peut pas justement lui imputer cette responsabilité-là. Et donc, il y a d'autres qui souhaitent qu'elle soit remerciée. Donc, ça veut dire que les deux n'arrivent pas à s'accorder sur un seul violon. Donc, ça veut dire qu'il y a des dissensions au sein de cette coalition-là. Et donc, Emmanuel Macron peut se taper sur ça parce qu'aujourd'hui, lui, n'a besoin que de 50 députés. Parce que, quoi qu'on le dise, aucun parti n'a pour le moment la majorité parlementaire. Il y aura également des discussions de coalition. En fait, il va falloir que même au sein des partis d'opposition, il va falloir qu'ils se coalisent pour pouvoir avoir la majorité parlementaire. Donc, c'est aussi un débat. Soit il arrive à le faire, soit ils auront peut-être, Macron aura une gouvernance de modèle allemand où les députés tout le temps s'accordent en fait pour faire bloc cuisse aux têtes du gouvernement, soit il y aura une gouvernance de modèle italien où les députés sont souvent ensemble mais ont du mal à s'entendre en fait sur les projets et les tests gouvernementaux. Donc aujourd'hui, le débat il est ouvert et pour moi, pour le moment, rien n'est joué. Tout se passera dans la tête et le vrai stratège, c'est lui qui passera. Pour le moment, rien n'est joué selon lui, Kamako. Alors, comme Valentin Mayaba, il faut dire que ça va... Même question à vous, les débats vont tourner au cours de quoi? Où précisément Madame Le Pen peut aller chercher cette coalition de ensemble? C'est ça la question. C'est difficile parce que aujourd'hui, même s'il doit y avoir même des alliances, je crois que ça sera précédé de préalables, comme cela se dit toujours, parce que quelqu'un ne va pas épouser le programme de l'autre dans un vide comme cela. Ils vont peut-être voir s'entendre sur un certain nombre de... Donc ça fait ça une cogestion. C'est-à-dire ce qui va se faire, c'est que tous les programmes de Macron seront d'abord mis sur la table de discussion au niveau du Parlement. Et donc, comme il n'a pas la majorité absolue, comme les autres aussi ne peuvent pas aussi décider, il va falloir qu'on mette ces programmes-là, ou ces décisions qui seront sorties,
et pour qu'on discute et voir quels sont les points, les avantages qui vont sortir de ce qui est posé comme sur la table de négociation. Ici, ce n'est pas une question de dire que non, je suis un fin stratège, non. Tout se joue sur des questions d'intérêt. Donc, tous ceux qui vont porter leur violon, leur donner leur quitus par rapport au vote, par rapport aux lois qui seront amenées à l'Assemblée, là-bas, à l'hémicycle, tiendront compte de justement de certain nombre de facteurs. Quand vous prenez par exemple un projet de loi qu'on envoie à l'Assemblée et qu'on considère que ce projet de loi est peut-être par rapport à la gouvernance de Macron, il y aura d'autres avantages liés à ces ministres et tout, les gens feront tout pour que cela ne passe pas. Et même si Macron doit négocier, le clan Macron doit négocier, ceux qui même vont accepter cette négociation vont poser des préalables. Et donc c'est là, nous disons aujourd'hui que on ne sait pas comment ça va se jouer, mais cette fois-ci, Macron, la gouvernance de Macron aujourd'hui ne va pas passer comme ça, comme sur les roulettes. Ça va se discuter véritablement et chacun prendra ça selon les intérêts ou selon les clans qui seront rangés. Mais quand vous regardez un peu Marie Le Pen, aujourd'hui Marie Le Pen, c'est vrai, elle avait dit tout ce que nous avons entendu. Aujourd'hui, elle sort gagnante, à mon avis, elle sort gagnante par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est vrai que sur le plateau, on l'avait vu avec Macron, avec des débats très tendus et tout. Mais avant la présidentielle. Nous avons vu comment, après ce débat-là, ce qui s'était sorti de tous les bords. C'est vrai qu'on n'avait pas quantifié un peu ces arguments n'étaient pas quantifiés. Mais aujourd'hui, les Français commencent à donner raison à cette dame-là, et parce que au-delà de tout, sur beaucoup de clichés, Macron a failli beaucoup. Les gens, les uns et les autres, l'ont relevé ici. Quand vous voyez peut-être les gilets jaunes, la crise des gilets jaunes. Voilà, et tout ce que vous avez connu. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'affirmation comme ça par rapport au programme de Macron. Et donc, c'est une première fois, nous l'avons dit, c'est une première fois. Mais bon, on attend de voir. Ça fait partie d'une autre expérience que les Français vont expérimenter. Mais il ne faut pas que cela quand même porte préjudice sur un certain nombre de choses et même ou bien fasse entorse au développement de la France. C'est ce qui est important parce que aujourd'hui, quand on dit élection, quand tu viens avec ton programme, il faut dérouler ton programme. Maintenant, s'il y a des blocs qui font de manière à ce que rien ne bouge, que ça soit là-bas, parce qu'il peut arriver qu'on envoie des textes qui ne vont pas bouger, même que ce soit dans le cadre du développement ou ce soit tout, et que des gens sont là toujours ne tenant pas compte de la réalité de choses, parce que la politique c'est autre chose. Vous voulez dire qu'il y aura peut-être certains qui sont dans les différents blocs et qui vont voter pour ou contre. Voilà, et donc ça aussi, si on ne tient pas compte de tous ces pesanteurs-là, je crois que la France ne va pas bouger. Quand je dis ne va pas bouger, sans tenir compte des consignes. Justement, des consignes. Donc ici, il faut forcément que même la politique, les gens à l'hémicycle tiennent compte des réalités même du développement de la France. Parce que Emmanuel Macron, c'est vrai, il est venu, il fait son deuxième mandat. Son premier mandat a été jugé par les Français, parce qu'aujourd'hui, s'il a été réélu, c'est parce que bon nombre de personnes lui ont donné cette chance-là. Mais avec un mais, c'est justement pourquoi le résultat des législatives sont à ce niveau-là. Donc, bon, on attend de vous dans les jours à venir comment les débats seront très houleux, comme vous l'avez dit. Je crois très bien que les débats seront très houleux à l'hémicycle, mais ils s'en sortiront parce que je me dis toujours que c'est une grande démocratie. Ils sauront faire les parts des choses. Allez, on va quitter Paris pour Conakry en Guinée, donc après un mois de tournée à l'intérieur du pays pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations. Les membres du gouvernement de transition sont rentrés à Conakry, conduits par le Premier ministre Mohamed Beavogui. Ils ont été reçus samedi au palais présidentiel par le colonel Mamadi Doumbouya pour un premier compte rendu de mission. Et le compte rendu, il est clair. En tout cas, le Premier ministre Mohamed Beavogui a fait un constat douloureux. C'est quoi on met dans un constat douloureux, Lucas Mako? Oui, le constat douloureux, c'est juste le dysfonctionnement, la mauvaise gouvernance que le colonel Doumbouya a hérité d'Alpha Condé. Ce sont les incuries administratives, ce sont la lourdeur administrative, ce sont la corruption qui
qui gangrène également ce pays. C'est également, je sais pas, ces tracasseries policières, parce que ça aussi c'est un autre dossier. C'est tout, quoi. Tous ces mots qui, justement, qui font qu'aujourd'hui l'État, qui font qu'aujourd'hui la Guinée-Conakry va très mal. Des mots qui font que le Guinéen a du mal à s'offrir au moins 2 repas par jour. Des mots qui font que la vraie démocratie n'est pas encore ancrée dans les mœurs en Guinée. Des mots qui font que la justice est jusque-là au mode de l'exécutif. Donc je pense que pas mal de problèmes que le Premier ministre a relevé et qu'il a versé justement dans le cadre de constatation. Donc c'est tout un tohu-bohu indescriptible qu'aujourd'hui qui mérite aujourd'hui d'être mis sur le tableau et d'être tranché. Donc quand vous voyez même la Guinée même, vous allez dans la capitale guinéenne, ça ne ressemble même pas, Conakry, ça ne ressemble même pas à une capitale. Il y a tout un désordre, il n'y a pas un plan pour la ville. Il n'y a pas un plan pour la ville, donc on a plan d'urbanisation, vous voulez dire, oui, ou plan de développement. Oui, plan d'urbanisation, parce qu'à la suite de cela, j'ai écouté le ministre de l'Habitat et de l'urbanisme qui s'est exprimé, qui pense justement à un plan de rénovation de la ville de Conakry pour que Conakry ait également un nom digne d'une capitale. Donc aujourd'hui, vous allez voir que là-bas, il y a pas mal de ghettos en pleine capitale et il va falloir qu'on essaie de réorganiser cela. Donc tout cela fait partie aujourd'hui du triste constat dressé par le ministre. Et donc on a même dit qu'en dehors de Conakry, l'État n'existe pas. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un désordre absolu. Et donc là-bas, c'est la loi de la jungle. Tout le monde fait ce qu'il fait. Et c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure en dehors de Conakry. Ça veut dire que tout le pays est en danger. Et quand c'est comme ça, ça ouvre la voie à pas mal de problèmes. Donc aujourd'hui, je pense que ce constat-là, comme tu l'as dit, ce sont les premiers résultats. Et ça va continuer, malheureusement. Ça va continuer. Et j'espère qu'avec le temps, on va découvrir de bonnes choses. Le constat est douloureux, il faut le dire. Nous avions une compréhension de ce que nous croyions être la Guinée, mais le constat est encore plus violent. Nous avons vu une Guinée à l'intérieur où il y avait dans une grande partie l'absence de l'État, comme Lucas Mako l'a dit tout à l'heure. Il y avait l'absence de gouvernance, il y avait l'absence des commis d'État. Les hommes manquent, les moyens manquent, les systèmes manquent, déclare le Premier ministre Mohamed Beavougui. Jemaipoli, c'est un pays que vous connaissez très bien. Suivez mon regard, vous comprenez. Et donc, vous pouvez clairement nous parler de la Guinée-Conakry. Est-ce que la gouvernance actuelle n'a pas aussi sa part dans cela, sa faute dans cela, parce qu'elle est là, ça fait quelque temps. C'est vrai que ça ne fait pas encore des années, mais ça fait quelque temps. Ce n'est qu'une transition, on ne peut pas lui reprocher de ne pas régler les problèmes des Guinéens. C'est un diagnostic qui est en train d'être fait par le gouvernement qui a, tout comme ici au Togo, essayer de délocaliser les conseils des ministres et profiter pour voir un peu ce qui se fait à l'intérieur pour découvrir la réalité de la Guinée profonde, comme on dit. Maintenant, après ce constat n'est pas forcément guinéen, c'est un peu ce qui se passe dans tous les pays africains où le développement reste beaucoup plus dans la capitale et dans quelques grandes villes. Et maintenant, quand on voit cette mission, on comprend que le colonel qui veut mettre de l'ordre dans ce pays avant de partir, et qui compte faire beaucoup de choses à la fois, a envie de prendre le taureau par les cornes et de passer à l'étape du développement de la Guinée. On a vu un peu les réunions tenues avec les grandes compagnies minières dans ce pays. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'infrastructure aussi qui se posent, le Premier ministre l'a dit. Et dans certains coins, ils ont eu même du mal à atteindre certaines localités à partir de certaines villes, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste rurale. Ça aussi, c'est un autre chantier. Maintenant, c'est vrai que la Guinée, on l'a dit, est assez riche. Et on espère
qui a les moyens pour le faire. En tout cas, le Premier ministre l'a réaffirmé, qui a les moyens. Il faut que les Guinéens se mettent ensemble pour faire ce travail-là. C'est une bonne chose, cette tournée, mais après, il ne faut pas que ça se limite au discours. Il faut que dans les actes, ce gouvernement de transition pose de vrais actes, dans les actes qui posent donc des jalons de ce qui a été constaté, qui va être réglé comme problème. Il y avait eu de sérieux problèmes d'électrification à l'époque, mais Alpha Condé, quoi qu'on puisse lui reprocher, a quand même fait sa part pour électrifier un peu ce pays-là. Il a entamé un peu les infrastructures, ça n'a pas totalement abouti. Avant, il y a eu aussi les autres présidents qui étaient là, Lansana Conté. Avant lui, c'est Touré qui a été le fils mal aimé de la France en Afrique. Donc, qui a fait que la Guinée a été assez punie par rapport à ses envies d'indépendance. Et donc, c'est Touré, ça a Bref, tout n'est pas à mettre sur la tête d'Alpha Condé. Oui, bon, aujourd'hui, on a beau accuser Alpha Condé, mais je pense qu'il n'a pas été le seul président. Il y a eu plusieurs qui sont passés avant lui. Le constat, c'est bien de le faire, mais après, il faut pouvoir mobiliser tous les Guinéens dans cette logique-là. Je pense que c'est peut-être ça l'objectif de cette tournée-là. Revenir dire, comme le fait le Premier ministre, il faut oublier maintenant les palabres, les discours inutiles. Il faut se mettre ensemble pour travailler, pour régler tous ces problèmes-là qui ont été étalés à l'issue de cette tournée. C'est une bonne manière d'entamer les choses. Reste à savoir si les Guinéens vont adhérer totalement, parce qu'aujourd'hui, ce qui intéresse une bonne frange des Guinéens, c'est la fin de la transition et donc l'arrivée au pouvoir de certains des autorités issues des urnes, même s'il y a une bonne majorité qui apprécie l'élan pris par le colonel Doumbouya et tout le travail qu'il est en train de faire. Mais je pense que le fait d'envoyer son chef de gouvernement faire cette tournée-là, c'est une bonne façon d'entamer les choses. Sauf qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin d'être unie pour affronter tous ces défis-là. Alors, comme Valentin Mayaba, le Premier ministre Mohamed Beavoudi a dit que certains sous-préfets et préfets n'ont même pas de bureau. L'initiative est à saluer, comme Germain Pouli l'a dit tout à l'heure. Mais est-ce que Mamadi Doumbouya, qui est aujourd'hui le président de cette nation, n'était pas déjà dans la gouvernance d'un certain Alpha Condé? Non, vous savez, il ne faut pas confondre, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Aujourd'hui, c'est Doumbouya qui est arrivé et le constat est établi. Oui, il demande à ce qu'on fasse un diagnostic des choses. Et sous Condé, ça n'a jamais été fait. En fait, il faut établir cette différence-là. Ça, c'est d'un. De deux, le constat qui a été fait et qui est qualifié d'un constat, je crois, douloureux, amer, c'est réel. C'est réel parce que vous venez de le dire, parce que quand vous reprenez, ils ont dit quand ils sont entrés dans les préfectures, il n'y a même pas de bureau pour s'asseoir, il n'y a même pas les moyens même pour les déplacer d'une localité à une autre. Il y a aussi beaucoup de choses manquent dans ce pays. Il y a l'absence même de l'État. Il y a toute une panoplie de maux dont souffre la Guinée. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a été diagnostiqué, on a relevé des manquements. Comment faire pour remédier à tout cela? C'est ce qui est important. Et à cela, je crois qu'il y a des pistes de solutions qui sont proposées par le gouvernement, puisque c'est en collaboration avec Mamadou Doumbouya qui a été dit qu'il faut d'abord la rédaction d'une nouvelle constitution. Et à la suite de cette constitution, maintenant, ils vont soumettre ça au référendum. Et après le référendum, ils vont passer au local avant d'aller les législatives et enfin aller au présidentiel, remettre le pouvoir au civil. C'est ce qui a été décidé. Et donc aujourd'hui, dans ce processus, il faut d'abord commencer à comprendre que ce qui est analysé, ce qui est établi comme diagnostic aujourd'hui, c'est ce que les gens vivent actuellement. Actuellement, si vous prenez le Guinéen dans son ensemble, on se dit que quoi? Sur 117 000 fonctionnaires recensés, il n'y a que 14 000 qui sont payés. Le reste de l'argent des 117 000
est réalisé où personne ne sait. Il y a même, je crois, le bauxite qui a à combien de milliards, mais c'est 200 millions seulement qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Et donc, c'est une question de corruption. Et quand c'est comme ça, le pays doit forcément être au sol. Donc je crois que ce constat qui est établi, ce diagnostic qui est établi, c'est pour amener les autorités guinéennes à prendre des mesures dans ce sens-là pour décourager ces actes-là. Et donc, dans un pays, quand il y a ces genres de situations, je pense que chacun fera de son mieux, enfin de son devoir ou de son vouloir, et ça va mettre toujours le pays en difficulté. Donc, à mon avis, ces situations qui sont établies, ce qui a été constaté, il faut que Doumbia, je connais l'homme, je sais ce qu'il est, et il ne va pas tarder un seul instant à prendre des mesures dans ce sens-là pour aller à la remédiation ou à la médiation de ces situations-là. C'est vrai qu'il a dit, après que le Premier ministre a fait le diagnostic, a fait le rapport, et on pensait que non, il faut d'abord réunir les filles et fils de la Guinée. C'est tout ça ensemble. Et travailler ensemble. Voilà, c'est le travail d'abord. Et tout ça là, ça deviendra... Il dit même qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Justement, donc très tôt, il faut commencer le travail. Mais si on commence le travail que ces gabégies, ces détournements continus, c'est comme mettre de l'eau sur le dos du canard. Et donc, je crois qu'il faut commencer à regarder, à être très regardant par rapport aux actes de corruption et de détournement. Parce que dans un pays, si je ne dis pas que 0% de corruption, mais il faut commencer à décourager ces actes-là. Ce n'est pas seulement en Guinée, il y a ça partout. Et donc, c'est ça qui fait que nos États africains en général restent toujours un tributaire de leur propre turpitude, quoi. En une minute, Louis Kamako, comment vous analysez ces derniers propos du Premier ministre Mohamed Bouya-Vougui? La conclusion principale que nous avons tirée de cette mission, c'est qu'il est temps que tous les Guinéens se mettent ensemble, qu'ils travaillent. Nous n'avons pas le temps de nous bagarrer. Les Guinéens souffrent, il y a les moyens de réduire cette souffrance. Cela se fera dans la paix et le dialogue. Oui, ça c'est le mot, c'est le slogan phare du CNRD que préside aujourd'hui Mamadou Doumbia. Ça veut dire qu'on est dans une démarche inclusive, on veut un développement participatif. Et donc, c'est dit qu'aujourd'hui, les autorités guinéennes ont compris que tout ce qui se fera pour les Guinéens sans les Guinéens est contre les Guinéens. Donc, il va falloir qu'on mette tout le monde ensemble, il va falloir qu'on consulte les gens et pour qu'on arrive à s'accorder sur l'essentiel. S'accorder sur l'essentiel, c'est également recueillir l'avis de toutes les couches socio-économiques. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, aujourd'hui, on veut amener tout le monde en fait à se retrouver dans le plan de développement en Guinée et Conakry, amener tout le monde à se sentir à l'aise chez lui, parce que quand vous prenez un pays comme la Guinée-Conakry qui possède une immense en fait richesse hydroélectrique, le pays est appelé le château d'eau de l'Afrique, mais malheureusement, il y a pas mal de pénurie d'eau là-bas. Donc, ça veut dire qu'il y a une incongruité. Donc, aujourd'hui, on voulait mettre tout le monde ensemble, que tout le monde apporte, en fait, sa pierre à la contribution, pour que tout le monde apporte son idée, pour qu'ensemble, on arrive justement à construire un pays épanoui, un pays paisible, un pays vivable pour tous les Guinéens. Alors oui, votre mot sur cette conclusion du Premier ministre Mohamed Bouya-Vougui, est-ce que cela va se faire? À quel prix? Oui, non, je pense que c'est peut-être avec cette conclusion qu'on comprend mieux l'objectif de cette mission-là. Ouais. C'est pour dire aux uns aux autres, laisser le problème des querelles politiciennes. Ouais. Suivons le colonel et son équipe et allons vers le développement. En fait, c'est ça. C'est vrai que, bon, Kwame Mayaba disait tout à l'heure, ça n'avait jamais été fait. Je pense que c'est fait pratiquement par tous les présidents. Sauf que ce n'est pas médiatisé de la sorte. On n'a pas aussi besoin d'envoyer les ministres en groupe aller dans des régions pour venir dire qu'ils ont fait une tournée pour constater. On a des préfets, on a des démembrements de l'État qui peuvent envoyer un rapport très juste de la situation. On a aussi des ministres qui individuellement font des tournées aussi. Donc je pense qu'un président qui arrive, qui veut régler des problèmes, doit savoir quels sont les problèmes dans le pays. Et à chaque problème, quelle solution est programmée. Maintenant, lui, le fait avec un peu plus de visibilité, parce qu'il a besoin de passer un message. Il a besoin de ce message. Voilà, moi je pense. C'est un peu ça l'objectif.
Toujours est-il que depuis son arrivée, il a essayé de prendre des mesures assez populaires, donc qui ont été suivies et qui font que les Guinéens sont tentés de lui donner l'occasion de rester encore longtemps pour faire un certain nombre de choses. Pas pour longtemps. Ouais, pardon. Pas pour longtemps. Bon, je crois que c'est pour cela, quand on suit le calendrier tout à l'heure, que décrivait le confrère, c'est-à-dire que son remplacement à travers une élection sera la dernière élection. Donc ça veut dire que tout ça prendra du temps. Et bon, on espère que les Guinéens vont suivre et que ce qu'il promet, il pourra aussi le faire dans le délai. De toute façon, on assiste à quelque chose de nouveau. Ça sort un peu de l'ordinaire par rapport à ce que les autres militaires ont l'habitude de faire quand ils prennent le pouvoir, surtout dans ce pays. On a vu Dadis Camara, par exemple. Et un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il veut avoir les Guinéens derrière lui, il veut avoir les coups de franche, il veut que les acteurs politiques le laissent un peu mettre de l'ordre comme il veut, mettre la Guinée sur les rails. Bon, espérons qu'il arrive donc à bâtir une coalition autour de cette vision-là, qu'il arrive à rassembler les Guinéens autour de ce qu'il projette. Mais quand on voit qu'au même moment, il a lancé la sorte de criette dans ce pays, qui s'attaque aussi bien à l'opposition qu'au pouvoir. Il rase les maisons des opposants. On imagine mal comment il pourra rassembler tout ce monde-là derrière lui. Mais en même temps, je pense aussi qu'il peut freiner un peu et ramener ces gens-là peut-être c'est des épées de Damoclès qui placent sur leur tête pour les amener à collaborer ou à travailler avec lui. Mais c'est une bonne démarche. Espérons vraiment qu'il se donnera les moyens pour avoir une bonne majorité des Guinéens derrière lui pour atteindre ces objectifs-là. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve pour la suite de l'émission.